Je m'appelle Karen Hulette. J'ai 32 ans et, il y a 3 jours, ma sœur m'a envoyé un fichier audio qui a brisé tout ce que je pensais savoir sur la famille. Le message était accompagné d'une provocation, devine qui a une surprise pour toi. 4 minutes et 23 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour détruire 32 ans de certitude d'être aimé. Dans l'enregistrement, mes parents se moquaient de moi. Elle croit vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on aime, c'est son argent. Mon père m'a traité de naïve. Ma sœur a demandé combien de temps je continuerais à payer. Pendant 8 ans, j'ai donné 384 000 $ à ma famille. Je pensais être une bonne fille. Il s'avère que je n'étais qu'un distributeur automatique avec des sentiments. Avant de continuer, si cette histoire vous interpelle, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement entendre la suite. D'où regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et leur local dans les commentaires. J'aimerais savoir qui est ici avec moi. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 jours en arrière, mardi soir, quand mon téléphone a vibré avec un message qui allait tout changer. Mardi, 21h47. J'étais encore à mon bureau au 47e étage de la Willis Tower, examinant les projections trimestrielles pour Lakefront Capital Partners. L'horizon de Chicago scintillait à travers les baies vitrées, mais je ne le remarquais même plus. Après 6 ans dans l'entreprise, la vue était devenue un simple décor. Mon téléphone s'est éclairé, Madison. Je devrais d'abord expliquer quelque chose. Ma vie semblait réussie sur le papier. Analyste financière senior, salaire annuel de 127 000 $, un coin de bureau en open space avec la meilleure lumière. Mais chaque mois, comme une horloge, une partie importante de ce salaire s'évaporait dans les comptes de ma famille. Cela a commencé il y a 8 ans, 3 semaines après avoir décroché mon premier vrai emploi. Maman a appelé en pleurant pour une urgence, ils avaient besoin de 500 $ pour une réparation de voiture. Je les ai transférés dans l'heure, reconnaissante de pouvoir enfin aider. Ces 500 sont devenus 1000. Puis 2400 chaque mois pour leur prêt immobilier à Naperville. Puis les frais de scolarité de Madison à DePaul, 78 000 $ sur 4 ans. Puis les frais de subsistance parce que la blessure au dos de papa a forcé une retraite anticipée. Je n'ai jamais posé de questions. Les bonnes filles aident leur famille. C'est ce que je me disais chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, chaque fois que je calculais si je pouvais me permettre un dîner au restaurant avec des amis, généralement non. Et chaque fois que je renouvelais le bail de mon studio de 42 mètres carrés parce que mettre de côté pour un apport semblait impossible. 384 200 $. Je connais le chiffre exact parce que je l'ai calculé ce soir-là, assise dans mon appartement sombre, écoutant mes parents rire de la facilité avec laquelle j'étais manipulable. Mais je m'égare. Ce mardi soir-là, j'étais encore la version de Karen qui croyait être aimée, la version qui voyait le nom de Madison sur son téléphone et souriait, pensant que sa petite sœur voulait peut-être simplement discuter. J'avais tort. Madison a 26 ans. Elle est diplômée de DePaul depuis 3 ans avec un diplôme en marketing que j'ai payé, et elle se cherche depuis lors. C'est ainsi que maman le formule. Se chercher nécessite apparemment de vivre sans payer de loyer dans la maison de nos parents, de publier des stories Instagram depuis des lieux de brunch où je ne suis jamais allé, et d'enchaîner les emplois de débutant tous les 8 mois parce qu'elle s'ennuie. J'avais l'habitude de la défendre, elle est jeune. Elle va trouver sa voie. Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que pendant que je faisais des semaines de 60 heures et mangeais des plats surgelés seul dans mon studio, Madison faisait du shopping chez Nordstrom avec une carte de crédit rattachée à mon compte. Maman l'avait ajoutée comme utilisatrice autorisée il y a 6 mois. Elle ne m'a jamais demandé. Je l'ai découvert en vérifiant mon relevé après avoir vu l'horodatage du fichier audio. Mais cette découverte est venue plus tard. Ce mardi-là, je croyais encore que ma famille m'aimait. Je croyais encore que les sacrifices signifiaient quelque chose. Je croyais encore que lorsque maman m'appelait sa fille responsable et Madison son esprit libre, c'était de l'affection, et non un code pour désigner celle qui paie et celle qui s'amuse. Le chat de groupe familial cette semaine-là avait été typique. Madison se plaignait d'être fauchée tout en portant une veste à 400 $ sur son selfie. Maman rappelait à tout le monde la fête du 35e anniversaire dimanche. Papa a envoyé un emoji pouce levé et rien d'autre. Et puis, à 21h47 un mardi,
Madison m'a envoyé un message privé et une seule ligne, devine qui a une surprise pour toi. En dessous, un fichier audio, 4 minutes 23 secondes. Nom du fichier, family-bateau.m4a. J'aurais dû attendre. J'aurais dû finir mon travail, rentrer chez moi et écouter avec un verre de vin et une armure émotionnelle en place. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur lecture immédiatement. J'ai besoin que vous compreniez ce qui était censé se passer ce dimanche. Maman préparait la fête de son 35e anniversaire de mariage depuis 6 mois. Le lieu, Oakbrook Hills Country Club, le genre d'endroit où l'adhésion coûte plus cher que mon loyer annuel. 85 invités étaient conviés. Tantes, oncles, cousins, voisins de l'église, anciens collègues de papa du syndicat des électriciens, le club de lecture de maman. Tous ceux qui comptaient dans leur univers social seraient là pour voir Patricia et Donald Hulett célébrer 3 décennies et demie de mariage. L'événement était prévu pour dimanche à 18h. Nappe blanche, lustre en cristal, une bannière indiquant 35 ans d'amour. Maman avait choisi le menu, les fleurs, le plan de table. Elle avait choisi sa robe bleu marine avec des accessoires en perles 3 mois à l'avance. Et elle avait choisi la pièce maîtresse de la soirée, un discours de ma part, leur fille aînée, suivi de la présentation de leur cadeau spécial. Voici le problème, je n'avais pas prévu ce cadeau. 2 semaines avant l'enregistrement, j'avais remarqué un débit sur ma carte Visa se terminant par 4721. Liberty Travel, 28 450 $. Un tour d'Europe de 3 semaines, Paris, Rome, Barcelone, départ en octobre. Quand j'ai appelé maman pour lui poser des questions à ce sujet, elle a ri. Surprise. Tu nous offres le voyage de notre vie pour notre anniversaire. N'est-ce pas merveilleux? Nous l'avons déjà dit à tout le monde. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas discuté. Karen classique. Ne pas faire de vagues. N'embarrasser personne. Simplement absorber le coup et sourire. C'était le plan, me présenter dimanche, faire mon discours, remettre les détails du voyage et regarder mes parents rayonner pendant que tout le monde applaudirait ma générosité. Puis Madison m'a envoyé le fichier, et tout ce que je pensais comprendre sur le fait d'être une bonne fille a été réduit en cendres en 4 minutes et 23 secondes. J'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement était ténu, légèrement étouffé, capturé sur un téléphone caché quelque part dans la cuisine de nos parents d'après le cliquetis de la vaisselle en arrière-plan. J'ai reconnu l'espace immédiatement et l'écho sur le vieux carrelage, le bourdonnement du réfrigérateur que papa dit toujours qu'il va remplacer. Maman a parlé en premier. Elle croit vraiment qu'on l'aime. Un rire, léger, décontracté, comme si elle commentait la météo. Ce qu'on aime, c'est son argent. Ma poitrine s'est comprimée. J'ai arrêté de respirer sans m'en rendre compte. La voix de papa est venue ensuite avec un petit rire que j'avais entendu 1000 fois, mais jamais comme ça. Eh bien, elle a toujours été la naïve. Puis Madison, ma petite sœur, la fille que j'avais portée sur mes épaules aux foires locales, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais défendu quand les enfants à l'école étaient méchants. Combien de temps penses-tu qu'elle va continuer à payer? Maman a répondu sans hésitation. Tant qu'elle croira que nous avons besoin d'elle. C'est sa faiblesse. Elle a besoin de se sentir utile. Encore des rires. Le bruit d'un placard qu'on ouvre. La vie continue normalement pendant qu'il démantelait la mienne. J'ai arrêté l'enregistrement à 4 minutes 12 secondes. Je n'ai pas pu entendre les 11 dernières secondes. Pas à ce moment-là. Mon studio était sombre. L'horizon de Chicago brillait à travers mon unique fenêtre, indifférent à mon effondrement. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Je suis restée assise là, téléphone à la main, écran noir pendant 10 minutes sans bouger. Pas de larmes, pas de cris, juste le silence et l'arithmétique lente et dévastatrice de réaliser que 384 000 $ n'avaient pas acheté de l'amour, ils avaient acheté du mépris. Mon téléphone a vibré. Encore Madison, tu as écouté? J'ai fixé son message pendant un long moment. Puis j'ai tapé 4 mots en retour, moi aussi. J'ai envoyé, et quelque chose en moi a basculé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai écouté l'enregistrement 3 fois de plus, prenant des notes sur mon ordinateur portable comme si je préparais un audit financier, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Chaque mot, chaque rire, chaque cruauté gratuite, j'ai tout documenté. Puis j'ai ouvert mon application bancaire.
8 ans de transactions, des milliers de lignes budgétaires. J'ai créé un tableur à 1 heure du matin, catégorisant chaque transfert que j'avais jamais fait à quiconque portant mon nom de famille. Paiements hypothécaires, 230 400. Frais de subsistance, 47 300. Le total brillait sur mon écran, 384 200 $. J'ai pensé à ce que cet argent aurait pu être. Un apport pour un appartement, un compte de retraite, des vacances, même de simples vacances n'importe où dans le monde, un appartement plus beau sans cafard dans les murs. Au lieu de cela, j'avais un studio de 42 mètres carrés et des parents qui me traitaient de naïf dans mon dos. À 3 heures du matin, j'ai envoyé un courriel à Rebecca Torres. C'est ma meilleure amie depuis que nous étions colocataires à Northwestern, à l'époque où je croyais que le monde était juste et que la famille signifiait tout. Aujourd'hui, elle est avocate chez Morrison & Associates, spécialisée dans les litiges financiers. J'ai besoin de parler. C'est au sujet de ma famille et de 380 000 $. Sa réponse est arrivée à 3h12. Elle avait toujours été un oiseau de nuit. Café demain, 8h. Intelligentsia sur Randolph. Je libère déjà mon emploi du temps. À 3h47, Madison a répondu à mon message moi aussi, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, suivi d'émojis qui rient. J'ai fixé ces émojis pendant longtemps. Ma petite sœur, qui m'avait envoyé cet enregistrement non pas comme un avertissement ou une excuse, mais comme un divertissement pour voir comment je réagirais, pour me regarder me tortiller. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois en 8 ans, j'ai choisi le silence plutôt que l'apaisement. Mercredi, 8h, Intelligentsia Coffee, rue Randolph. Rebecca était déjà là quand je suis arrivé. De la tôle d'avoine sur la table et son bloc-notes juridique sorti. C'est tout Rebecca, prête à tout, même avant de savoir ce qu'elle prépare. Elle a 33 ans, elle est cubano-américaine, assez vive pour couper du verre. Nous avions vécu ensemble pendant 3 ans dans un appartement exigu hors campus, mangeant des ramen et rêvant des vies que nous construirions. Elle était allée à Georgetown Law, j'étais allé en finance. Elle ne m'avait jamais demandé d'argent, pas une seule fois. Fais-le écouter, a-t-elle dit avant même que je m'assoie. Je l'ai fait. Rebecca a écouté avec son visage d'avocate, neutre, analytique, ne laissant rien paraître. Quand ce fut fini, elle s'est adossée et a laissé échapper un long soupir. Exploitation financière dans un contexte familial. C'est plus courant qu'on ne le pense, mais cela ne le rend pas moins dévastateur. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a serré la mienne. Je suis tellement désolé, Karen. Est-ce que j'ai hésité. Est-ce que l'enregistrement est légal? Madison l'a fait dans leur maison. L'Illinois est un État où le consentement d'une seule partie suffit pour les enregistrements. Madison était présente, donc techniquement elle a consenti par sa présence. C'est admissible si tu en as besoin. Rebecca a sorti son téléphone. Envoie-moi le fichier. Je veux vérifier les métadonnées. Je le lui ai envoyé par AirDrop. Elle l'a ouvert dans une application que je ne connaissais pas, faisant défiler les données. L'horodatage indique dimanche dernier à 14h34. Aucun signe de montage ou de collage. C'est authentique. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Authentique. Le mépris de mes parents, vérifié par des métadonnées. Qu'est-ce que je fais? Rebecca m'a regardé avec ce regard soutenu qui faisait d'elle une avocate adverse terrifiante. D'abord, tu bloques cette carte de crédit aujourd'hui. Ensuite, tu annules ce voyage qu'ils ont réservé sans permission. Et puis, elle a marqué une pause, ensuite tu décides de ce que tu veux qu'il se passe. Jeudi, 8h. J'ai appelé la banque Chase depuis mon bureau, gardant ma voix basse et professionnelle alors que mon cœur martelait mes côtes. Je dois bloquer immédiatement la carte Visa se terminant par 4721. Le représentant a posé des questions de sécurité. J'ai répondu en pilote automatique. Oui, le nom de jeune fille de ma mère. Oui, la rue où j'ai grandi. C'est drôle comme les détails familiaux deviennent des mots de passe de petites clés pour des portes qu'ils ne peuvent plus ouvrir. Votre carte est maintenant bloquée, Madame Hulette. Y a-t-il autre chose? 8h15, Liberty Travel. Je dois annuler la réservation numéro LT 2847591, un tour d'Europe réservé sous le nom de Patricia Hulette. Je vois cette réservation, madame. Êtes-vous la titulaire de la carte?
Oui, Karen Hulette. Le débit a été effectué sans mon autorisation. Une pause. Clic de clavier. Je peux procéder à cette annulation. Vous êtes dans la fenêtre de modification de 72 heures, vous recevrez donc un remboursement complet. 28 450 $ seront crédités sous 5 à 7 jours ouvrables. 8h32, un courriel à la paix, veuillez annuler le transfert mensuel récurrent de 2400 $ vers le compte se terminant par 6672, avec effet immédiat. 3 appels téléphoniques, 2 courriels, 45 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour démanteler 8 ans de dépendance financière. À 8h47, mon téléphone a vibré avec une notification de Chase, transaction refusée, 890 $ chez Nordstrom. Carte se terminant par 4721. Madison essayait d'utiliser ma carte. Le timing semblait presque poétique. J'ai fixé la notification, attendant que la culpabilité arrive, attendant de ressentir l'attraction familière du mais c'est la famille et tu réagis de manière excessive et que vont penser les gens? Rien n'est venu, juste une clarté étrange et vide. Pour la première fois en 8 ans, je n'avais pas demandé, que va penser maman? J'avais demandé, de quoi ai-je besoin pour survivre à cela? La réponse était déjà en marche. Jeudi, 14h. Mon téléphone s'est éclairé avec maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, la première fois de ma vie que j'hésitais. Karen, ma chérie. Sa voix dégoulinait de douceur, le genre que j'interprétais autrefois comme de l'amour. Y a-t-il un problème avec ta carte de crédit? Madison a dit qu'elle a été refusée. Je l'ai bloquée. Silence. 3 secondes entières. Tu l'as bloquée? Un rire nerveux. Juste avant notre anniversaire? Est-ce que tout va bien, ma puce? Je révise mes finances, maman. J'ai juste besoin d'examiner certains débits. Quel débit? Sa voix s'est durcie. Le voyage? C'est ton cadeau pour nous, Karen. Nous l'avons déjà dit à tout le monde. Tante Ruth, les Henderson, tout le club de lecture. Ils sont tellement impressionnés par ta générosité. C'était là. Pas de l'inquiétude pour moi, de l'inquiétude pour les apparences. Le voyage que je n'avais pas réservé. J'ai gardé une voix calme. Le voyage à 28 000 $ que vous avez débité sur ma carte sans me demander. Nous allions te le dire. C'était censé être une surprise que tu nous ferais. Elle parlait plus vite maintenant, le charme tournant en quelque chose de plus dur. Tu veux toujours faire de belles choses pour nous. Nous t'aidions. En dépensant mon argent sans permission. Karen, ne sois pas dramatique. C'est la famille. Ce qui est à toi est à moi. J'ai terminé sa pensée. Ce qui est à moi est à moi. Le silence qui a suivi a été le plus long de ma vie. Je ne sais pas ce qui te prend. Sa voix est devenue glaciale, la chute de température que j'avais appris à craindre enfant. Mais j'espère que tu auras réglé cela avant dimanche. Toute la famille sera là. Ne nous affiche pas. Clic. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis assise à mon bureau, téléphone à la main, et j'ai réalisé quelque chose, je n'avais jamais entendu ma mère vraiment en colère contre moi auparavant, parce que je ne lui en avais jamais donné la raison jusqu'à présent. Jeudi, 19h. Madison a appelé en FaceTime alors qu'elle était assise dans ce qui était ma chambre d'enfant. J'ai reconnu les murs lavande délavés, la fenêtre donnant sur le jardin. Maman l'avait transformée en chambre d'amis il y a des années, mais Madison l'avait colonisée temporairement après l'obtention de son diplôme, il y a 3 ans. Chérie, traînatait-elle, utilisant le français qu'elle avait appris lors de 2 semaines à Montréal. Tu as provoqué tout un émoi. Ah bon? Maman fait le ménage de stress depuis 3 heures. Papa s'est enfermé dans le garage. Elle a ri, s'appuyant contre mes vieux oreillers. Pourquoi m'as-tu envoyé cet enregistrement, Madison? Elle a incliné la tête, un sourire aux lèvres. Honnêtement? Je voulais voir ce que tu ferais. Tu es toujours si parfaite, si responsable, si je suis la bonne fille. J'étais curieuse de savoir quand tu allais enfin craquer. Donc, c'était un divertissement pour toi. Ne sois pas dramatique. La même phrase que maman, le même ton méprisant. Je pensais que tu pleurerais, que t'appellerais maman, et que tout s'arrangerait d'ici dimanche.
Je ne pensais pas que tu ferais réellement quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la famille au sujet de l'argent que j'envoie? Madison a haussé les épaules. Que tu le proposes d'elle-même. Que tu te sens coupable de mieux réussir et que tu veux aider. Que tu as insisté. Elle a examiné sa manucure. Toute la famille pense que tu cherches désespérément leur approbation par ton portefeuille. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé un visage neutre. Tu viens dimanche, a demandé Madison. Maman est inquiète. Enfin, inquiète point. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Elle a dit que si tu ne venais pas et que tu n'agissais pas normalement, elle appellerait ton patron, Monsieur Harrison. Elle lui dirait que tu fais une dépression nerveuse et que la famille est préoccupée. J'ai mis fin à l'appel sans dire au revoir, mais pas avant d'avoir lancé l'application de mémo vocal de mon téléphone. Enregistrement, 3 minutes 41 secondes. Vendredi, je suis allé travailler comme n'importe quel autre jour. Tableur, réunion et une performance si convaincante que ma collègue Sarah m'a demandé si je voulais déjeuner. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Truc de famille ce week-end. Elle n'a pas posé plus de questions. La Karen du travail et la Karen réelle avaient toujours été deux personnes distinctes. Aujourd'hui, elle devait le rester. Pendant le déjeuner, je me suis enfermé dans une salle de conférence et j'ai imprimé des documents, 8 ans de relevés bancaires condensés en un résumé de 12 pages, la confirmation par courriel de Liberty Travel montrant l'annulation et le remboursement en attente. Des captures d'écran du message de Madison devine qui a une surprise pour toi, une transcription de l'enregistrement, chaque ligne marquée par des eurodatages et certifiée par Rebecca. J'ai acheté une pochette rouge dans le placard de fourniture de bureau. Le rouge semblait approprié. Ce soir-là, j'ai frappé à la porte de Daniel Mercé, appartement 4C, juste en dessous du mien. Il a 35 ans, il est photographe indépendant, l'une de ces personnes sincèrement gentilles qui se souviennent de votre anniversaire sans les rappels de Facebook. Nous étions devenus amis suite à des plaintes partagées dans la buanderie et des plats thaïlandais occasionnels. Puis-je te demander une immense faveur? Il s'est appuyé contre le cadre de sa porte, inquiet. N'importe quoi. J'ai besoin que quelqu'un m'accompagne à un événement dimanche, une fête de famille. Je t'expliquerai en chemin, mais j'ai besoin d'un témoin. Quelqu'un qui ne soit pas eux. Daniel a étudié mon visage pendant un long moment. C'est sérieux. La chose la plus sérieuse que j'ai jamais faite. Nous nous sommes mis d'accord pour 17h dimanche. Alors que je me tournais pour partir, il m'a tendu une carte de visite. Ma thérapeute, le docteur Hélène Park. Quoi qu'il arrive dimanche, tu devrais parler à un professionnel après. Pas parce que tu es brisé, mais parce que ce genre de choses laisse des traces. J'ai pris la carte. Merci de ne pas m'avoir dit de pardonner et d'oublier. Certaines choses, a dit Daniel calmement, ne devraient pas être oubliées. Samedi, mon téléphone est devenu un champ de bataille. 9h, tante Ruth, Karen, ma chérie, ta mère a appelé. Elle est dévastée. Quoi qu'il se soit passé, je suis sûr que c'est un malentendu. La famille pardonne, ma chère. C'est ce que nous faisons. 11h30, oncle Franck, et, gamine. Ton père a mentionné que tu avais des problèmes financiers. Besoin d'un prêt? Je peux te virer quelques centaines pour finir le mois. Des problèmes financiers. C'est ainsi qu'il présentait les choses. 14h, cousine Lisa, c'est vrai que tu ne viens pas à l'anniversaire? Tout le monde en parle. Maman dit que tante Patricia a pleuré toute la journée. 16h30, la ligne fixe de grand-mère, Karen, c'est grand-mère. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais ta mère est très contrariée. S'il te plaît, ne fais pas de scène demain. La réputation de la famille. J'ai écouté chaque message sans répondre. Le récit était déjà solidifié, Karen faisait une dépression. Karen était égoïste. Karen compromettait le jour spécial de la famille parce qu'elle avait des problèmes. Maman avait travaillé vite. En 36 heures, elle avait contacté tous les parents, semant une histoire qui la dépeignait comme la victime et moi comme la fille instable qu'il fallait gérer. Mais ensuite, à 18h47, un message différent est arrivé. Encore grand-mère, mais cette fois sur ma messagerie vocale un message privé, pas l'appel de façade qu'elle avait passé plus tôt. Karen, c'est grand-mère, seule cette fois. Sa voix était plus basse, plus vieille. Je ne connais pas toute l'histoire, et ta mère, Patricia.
Elle a toujours eu ses façons de faire. Quoi que tu prépares, sois prudente. Et sache que j'ai toujours vu plus que je n'en ai dit. J'ai sauvegardé ce message. Quelque chose là-dedans, la reconnaissance par ma grand-mère que ma mère n'était pas parfaite a fissuré quelque chose dans ma poitrine. Pas du doute, mais du soulagement. Une personne dans cette famille, au moins, pouvait voir la vérité. Je devais juste m'assurer que les autres la voient aussi. Dimanche, 10h, 8h avant la fête. Maman a appelé. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. Karen. Plus de douceur maintenant. Pas de ma chérie, juste de l'acier enrobé de velours. Je vais te donner une dernière chance. Je t'écoute. Tu viendras à la fête. Tu feras ton discours, celui que j'ai écrit pour toi, que je t'enverrai par courriel dans 1 heure. Tu souriras, tu présenteras notre cadeau et tu agiras comme la fille reconnaissante que tout le monde connaît. Elle a marqué une pause pour insister. Et tu ne mentionneras plus jamais cette histoire de carte. Ou alors j'appelle Richard Harrison, ton directeur financier. J'ai trouvé son numéro sur LinkedIn. Sa voix s'est teintée de satisfaction. Je lui dirai que ma fille souffre de problèmes de santé mentale, paranoïa, délire au sujet de sa famille. J'exprimerai ma profonde inquiétude quant à sa stabilité au travail. J'ai laissé la menace flotter dans l'air. Tu crois que je ne le ferai pas, a continué maman. Patricia Hulette, mère dévouée, inquiète pour sa fille en difficulté. Qui douterait de moi, Karen? Tout le monde au bureau te regardera différemment. À chaque promotion, chaque projet, ils se demanderont si tu es vraiment stable. J'aurais dû être terrifié. Il y a 6 mois, je l'aurais été. Au lieu de cela, j'ai posé une question. Es-tu en train d'enregistrer cette conversation, maman? Elle a hésité. Quoi? Parce que moi, oui. Silence. Un silence complet et choqué. J'enregistre depuis que j'ai répondu. 3 minutes 47 secondes jusqu'à présent. J'ai gardé une voix ferme, professionnelle, la voix que j'utilisais dans les conseils d'administration. Un enregistrement de toi me menaçant de saboter ma carrière à moins que je ne me plie à tes exigences, combiné à l'enregistrement que Madison m'a envoyé de vous en train de rire sur le fait que je crois que vous m'aimez. Je dirais que j'ai une sacrée collection maintenant. La ligne a coupé. J'ai regardé mon téléphone. Enregistrement sauvegardé, 4 minutes 12 secondes. Pour la première fois, j'avais utilisé leur propre tactique contre eux, et c'était comme une libération. Dimanche, 14h, 4 heures avant la fête. Daniel et moi étions assis à ma petite table de cuisine, mangeant des sandwichs dont aucun de nous ne sentait le goût. Réexplique-moi tout, a-t-il dit. Je me présente. Je fais un discours, mais pas celui qu'elle veut. Je diffuse l'enregistrement. Je pars. J'ai poussé une feuille de salade dans mon assiette. C'est le plan. Et quel est ton meilleur scénario? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je n'ai pas besoin qu'il s'excuse. Je ne m'attends pas à ce qu'il change. Les mots sont venus lentement, comme si je les découvrais en parlant. J'ai juste besoin qu'ils entendent la vérité de ma bouche, devant tous ceux à qui ils ont menti, une fois. Et le pire? Ils me traitent de folle. Ils disent que j'ai tout fabriqué. Ils montent toute la famille contre moi de façon permanente. J'ai haussé les épaules. Mais j'ai les preuves, les relevés bancaires, les métadonnées, l'enregistrement que Madison a envoyé de son plein gré. Daniel a hoché la tête, réfléchissant. Il n'avait pas jugé, n'avait pas dit de prendre de la hauteur ou d'être la personne la plus raisonnable. Il avait juste demandé ce dont j'avais besoin et il était là. Je peux être honnête, a-t-il fini par dire. Je t'en prie. La plupart des gens voudraient se venger, les humilier, réclamer du sang. Il a croisé mon regard. Toi, tu veux juste être entendu. C'est en fait très sain. Situation tordue, réaction saine. J'ai ri le premier vrai rire depuis des jours. Ma thérapeute sera ravie. À ce propos. Il a fait glisser la carte du docteur Park sur la table. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je sais. Il a souri. C'est pour ça que je l'ai fait. À 16h30, j'ai mis une robe bleu marine. Une armure de combat simple et élégante.
Daniel a conduit. La pochette rouge était sur mes genoux, solide comme une promesse. Nous n'avons pas parlé pendant le trajet. Certains silences disent tout. Oakbrook Hills Country Club, dimanche, 17h45. Le parking était déjà plein. Des BMW, des Lexus, une Mercedes occasionnelle. Le cercle social de mes parents prenait les présentations au sérieux. J'avais emprunté la Honda Civic de Daniel, ce qui donnait l'impression de venir à une soirée de gala en jean appropriée, d'une certaine manière. La grande salle de bal brillait à travers les hautes fenêtres, lustres en cristal, nappe blanche, une bannière en écriture élégante, 35 ans d'amour, Patricia et Donald. 10 tables rondes, 85 invités, des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus cher que mon budget mensuel de course. C'était le royaume de ma mère. Elle se tenait à l'entrée dans sa robe bleu marine et ses perles, accueillant les invités avec le sourire chaleureux qu'elle avait perfectionné au fil des décennies de fonctions à l'église et de barbecue de quartier. L'épouse dévouée, la mère aimante, la femme que tout le monde admirait. Elle m'a vu approcher. Son sourire n'a pas vacillé et pas devant témoin, mais ses yeux sont devenus perçants. Karen. Elle m'a attiré pour une accolade, ses bras comme un étau, ses lèvres à mon oreille. Si tu fais quoi que ce soit pour m'afficher ce soir, je te détruirai. Je l'ai serré en retour, gardant une voix tout aussi basse. Elle m'a lâché, le visage figé dans ce sourire public. Seul quelqu'un qui la connaissait bien remarquerait les jointures blanches, la tension dans sa mâchoire. Madame Hulette, charmante fête. Daniel a tendu la main avec aisance. Je suis Daniel, un ami de Karen. Merci de nous recevoir. Le sourire de maman a vacillé. Elle ne s'attendait pas à un témoin, mais elle a récupéré rapidement. Tout ami de Karen est le bienvenu. Nous sommes entrés dans la salle de bal. Tante Ruth a fait un signe de la main depuis une table dans un coin. Oncle Frank a fait un signe de tête depuis le bar. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années chuchotaient entre eux, répétant probablement l'histoire que maman avait propagée. 85 paires d'yeux, une pochette rouge. C'était le moment. J'ai trouvé ma place assignée à la table 3 assez près pour voir mes parents à la table d'honneur, assez loin pour que maman puisse prétendre que nous n'étions pas en guerre ouverte. Daniel s'est assis à côté de moi. Tante Ruth était en face, avec l'oncle Frank, la cousine Lisa et 2 amis de la famille dont je n'avais jamais appris les noms. Tout le monde souriait. Tout le monde posait des questions sur mon travail. Personne ne mentionnait l'éléphant au milieu de la pièce dont ils avaient tous été informés. J'ai entendu dire que tu réussissais bien dans cette société d'investissement, a dit Ruth prudemment. Ta mère dit que tu es très généreuse. Ah bon? Ruth a bougé sur sa chaise. Elle a mentionné que tu aidais pour l'hypothèque. C'est très gentil, Karen. C'est ce qu'elle vous a dit? Que je donne cet argent volontairement, j'ai continué, gardant un ton plaisant. Que j'insiste pour payer parce que je me sens coupable de ma réussite? Que je les supplie de me laisser les aider? Eh bien. Le regard de Ruth a fuité vers la table d'honneur où maman observait. Quelque chose comme ça. Intéressant. J'ai laissé le mot en suspens. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas élaboré. Je suis simplement retourné à ma salade et je les ai laissés mariner dans la confusion. De l'autre côté de la pièce, Madison me fixait. Elle était habillée en blanc virginal, innocente probablement intentionnelle. Elle avait l'air nerveuse. Tant mieux. À 18h45, la coordinatrice de l'événement a tapoté le micro. Bonsoir à tous. Au nom de la famille Hulette, merci à tous de célébrer cette étape merveilleuse. Avant que le dîner ne soit servi, nous avons une présentation spéciale. Elle a consulté ses fiches. Veuillez accueillir Karen Hulette, la fille aînée du couple, qui va dire quelques mots et présenter un cadeau très spécial. Applaudissements. Des applaudissements chaleureux et sans méfiance. Je me suis levé, j'ai pris la pochette rouge et j'ai croisé le regard de Daniel. Il a hoché la tête une fois. J'ai marché vers l'estrade, et 85 personnes n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux m'arrêter ici un instant parce que c'est précisément le moment où la plupart des gens me diraient de me taire, de préserver la paix, d'être la personne plus mature et de laisser les mensonges continuer. Avez-vous déjà été dans cette position où tout le monde s'attend à ce que vous avaliez votre vérité pour qu'il reste confortable? Laissez un commentaire et dites-moi,
que feriez-vous en ce moment? Donner le discours que ma mère a écrit ou dire la vérité? Si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur le bouton j'aime pas pour l'algorithme, mais pour chaque personne qui s'est déjà entendu dire que sa douleur ne compte pas parce que c'est la famille. D'accord, laissez-moi vous dire ce que j'ai dit quand j'ai atteint ce micro. Le micro était frais dans ma main, le projecteur chaud sur mon visage. J'ai regardé la foule, tante et oncle qui m'avaient vu grandir, voisins qui avaient assisté à ma remise de diplôme au lycée, et des inconnus qui ne connaissaient que la version de Karen que mes parents avaient vendue, la belle fille, la généreuse. Merci à tous d'être ici ce soir, ma voix est sortie stable, ce qui m'a surprise vu le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. 35 ans de mariage, c'est une étape incroyable, et j'ai tant de souvenirs de cette famille. J'ai fait une pause. Les voyages de camping l'été, les matins de Noël, papa m'apprenant à changer un pneu dans l'allée. J'ai vu mes parents se détendre légèrement. Ça sonnait juste. Ça sonnait comme ce que maman avait écrit. Mais ce soir, au lieu de parler du passé, je veux parler du présent. J'ai pris une inspiration. De ce que la famille signifie vraiment. La première vague de confusion a traversé la foule. Il y a 8 ans, j'ai obtenu mon premier vrai emploi, et j'étais si fière, si reconnaissante de pouvoir enfin aider ma famille. J'ai gardé ma voix calme, mesurée. Maman avait besoin d'aide pour l'hypothèque. La blessure de papa rendait les choses difficiles. Madison avait besoin de frais de scolarité. J'étais heureuse de contribuer. Le sourire de maman se figeait. Papa était devenu pâle. Et j'ai contribué, chaque mois, sans faute, pendant 8 ans. J'ai fait une pause. J'ai calculé le montant exact récemment. Voulez-vous savoir combien c'est? Personne n'a répondu. Personne n'a bougé. 384 200 $. Des hoquets, des murmures. La main de tante Ruth a volé à sa bouche. C'est la somme que j'ai donnée à cette famille. J'ai regardé directement ma mère. Et la semaine dernière, j'ai appris exactement ce que cet argent m'a acheté. Maman a commencé à se lever. J'ai continué. Laissez-moi décomposer ça, ai-je dit en ouvrant le dossier rouge. 2400 $ par mois pour l'hypothèque. Ça fait 230 000 $ sur 8 ans. Les murmures se sont amplifiés. Les gens faisaient des calculs mentaux, les expressions passant de l'intérêt poli à un vrai choc. 78 000 $ pour les frais de scolarité de Madison à De Paul. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, qui s'était figée au milieu d'un geste vers son verre d'eau. De rien, au fait, Karen. La voix de maman a tranché net dans la salle de bal, ce n'est pas approprié. 1500 $ par mois pour les frais de vie, ai-je continué par-dessus elle. 47 300 $, plus diverses urgences totalisant 28 500 $ supplémentaires, rien de tout cela n'ayant jamais été remboursé. Maman était debout maintenant, se dirigeant vers la scène. Et plus récemment, ai-je dit, des vacances européennes à 28 450 $ facturées sur ma carte de crédit sans que je le sache, comme un cadeau que j'étais apparemment en train de vous offrir. C'était censé être une surprise. Le masque public de maman se fissurait. Tu avais accepté. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Tu m'en as parlé après avoir déjà fait la charge et l'avoir annoncé à tout le monde. J'ai regardé la foule. A-t-il quelqu'un ici qui a déjà eu quelqu'un dépenser près de 30 000 $ sur sa carte de crédit sans permission et appelé ça un cadeau qu'on leur offrait? Les têtes se secouaient, les murmures s'intensifiaient. Tante Ruth s'est levée. Karen, ma chérie, ce n'est pas. Il y a plus. J'ai sorti mon téléphone. L'argent n'est même pas la pire partie. Maman s'est précipitée vers les marches de la scène. Elle fait une crise. Je vous avais dit qu'elle n'était pas stable. Au contraire, ai-je connecté mon téléphone au système sonore, je n'ai jamais pensé aussi clairement. Mon pouce a plané au-dessus du bouton play. Ceci est un enregistrement que ma sœur Madison m'a envoyé il y a 4 jours. Elle pensait que c'était drôle. J'ai appuyé sur play. La voix de maman a rempli la grande salle de bal, elle pense vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on aime, c'est son argent. 85 personnes ont arrêté de respirer. La voix de papa a suivi, riant, eh bien, elle a toujours été la naïve. Puis Madison, combien de temps penses-tu qu'elle continuera à payer? Et maman encore, décontractée comme si elle parlait de la météo,
tant qu'elle croit qu'on a besoin d'elle. C'est sa faiblesse. Elle a besoin de se sentir nécessaire. L'enregistrement a duré 47 secondes avant que maman crie « Éteins ça ». C'est faux. Elle l'a fabriqué. J'ai arrêté l'audio. Le silence qui a suivi était différent de tout ce que j'avais jamais vécu, pas le calme poli d'une cérémonie, mais le vide stupéfait, sans air, d'une incrédulité collective. Ce n'est pas faux, ai-je dit calmement. Le fichier a des métadonnées montrant qu'il a été enregistré dimanche dernier à 14h34. Il a été vérifié par un avocat. Les horodatages sont intacts. Il n'y a pas de montage, pas de coupure. J'ai regardé Madison, toujours figé à sa table. Et Madison, voudrais-tu dire à tout le monde qui a enregistré ça, qui me l'a envoyé avec le message « Devine qui a une surprise pour toi » et un emoji cadeau. Toutes les têtes se sont tournées vers ma sœur. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Que ce soit de culpabilité ou de la réalisation qu'elle venait de devenir un dommage collatéral dans sa propre tentative de sabotage, je ne pouvais pas le dire. Madison ? La voix d'oncle Frank était rauque. Est-ce vrai ? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. J'ai regardé ma mère. Elle se tenait au pied de la scène, le mascara commençant à couler, la façade parfaite s'effondrant enfin. Tu voulais que je fasse un discours ce soir, ai-je dit. Considère ceci comme mon discours. J'ai dit la vérité, chose que cette famille n'a jamais faite avec moi. Le dossier rouge était ouvert sur le pupitre, 384 000 $ de reçus et un enregistrement dévastateur. La salle a explosé. Maman a chargé les marches de la scène. Espèce d'ingrate, tu ruines tout. Toi. Je ne ruine rien. J'ai reculé, gardant le pupitre entre nous. Je cache simplement plus rien. Cet enregistrement est un mensonge. Je n'ai jamais, on n'a jamais. Maman, ma voix a traversé sa panique, 85 personnes viennent d'entendre ta voix. Tu as prononcé mon nom. Tu as ri à mes dépens. Papa s'est levé de la table d'honneur, le visage cramoisi. Karen, c'est notre anniversaire. Et tu m'as appelé naïve, papa. Tu as ri pendant que maman disait que vous n'aimez que mon argent. J'ai croisé son regard. Ça t'amusait ? Il n'avait pas de réponse. Madison s'est enfuie de la salle en sanglotant. Une de ses amies l'a poursuivie. La foule commençait à se fracturer, certains restaient figés, d'autres murmuraient urgemment à leurs voisins. Oncle Frank s'est levé de sa table et s'est dirigé droit vers ma mère. Patricia, est-ce vrai ce qu'elle dit sur l'argent ? La bouche de maman remuait sans son. Est-ce vrai ? Combien ? La voix de Frank montait. Combien as-tu pris d'elle ? Je n'ai rien pris. Elle l'a proposé. 384 200 $, ai-je levé la feuille récapitulative. 8 ans de relevé bancaire. Chaque virement, chaque urgence, tout est documenté. Du coin, une voix que je n'attendais pas, grand-mère, toujours assise, parlant avec une clarté tranquille. Patricia, tu m'as dit que Karen insistait pour payer parce qu'elle se sentait coupable. Tu m'as dit qu'elle t'avait supplié de prendre l'argent. Maman s'est tournée vers elle. Maman, reste en dehors de ça. Je ne le ferai pas, les yeux de grand-mère étaient durs. J'ai passé 60 ans à construire la réputation de cette famille, et tu nous as menti à tous. Quelque chose s'est fissuré dans l'expression de maman. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu sans script. Le chaos continuait à tourbillonner, voix, accusations, grincement de chaises, mais j'ai trouvé une étrange poche de calme au centre de tout cela. J'ai ramassé le dossier rouge et suis descendu de la scène. Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je dit assez fort pour que ceux à proximité entendent. Je suis ici pour rétablir la vérité. Maman m'a intercepté au pied des escaliers. De près, je pouvais voir la panique sous sa rage, le calcul désespéré de quelqu'un qui voit son monde soigneusement construit s'effondrer. Tu as détruit cette famille, a-t-elle sifflé. Non, j'ai dit la vérité sur elle. J'ai regardé les invités dispersés, certains partaient, certains se regroupaient en conversation choquée, certains nous regardaient comme un accident de voiture dont ils ne pouvaient détourner le regard. Je veux être clair sur quelque chose, ai-je annoncé à quiconque écoutait encore. Je ne demande pas de remboursement. Je ne poursuis personne en justice.
Je n'essaie pas de punir. J'ai posé le dossier rouge sur la table la plus proche. J'en ai simplement fini. Plus de virements mensuels. Plus de prêts d'urgence. Plus de cartes de crédit utilisées sans permission. J'ai fait une pause. Si mes parents ont besoin d'une aide réelle à l'avenir, une aide authentique, pas des vacances de luxe et des folies shopping, je suis prête à en discuter. Mais ce sera une conversation honnête. La première conversation honnête que cette famille ait jamais eue. Papa s'est effondré sur la chaise la plus proche, la tête dans les mains. Maman se tenait rigide, vibrant de fureur qu'elle ne pouvait exprimer devant témoin. Je me suis tourné vers grand-mère. Je suis désolé que ça soit arrivé lors d'une fête, ai-je dit doucement. Mais ça allait arriver quelque part. Au moins maintenant vous savez. Elle a tendu la main et serré la mienne. Sa poigne était plus forte que prévu. Je sais, a-t-elle dit. J'aurais dû le savoir plus tôt. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. J'ai embrassé sa joue, puis j'ai marché vers la sortie. L'air du soir a frappé mon visage comme de l'eau froide. Daniel était juste derrière moi, silencieux et solide. Nous avons traversé le parking sans parler, le gravier crissant sous nos pas. Les sons de la fête, voix élevées, quelqu'un qui pleurait s'estompait derrière nous. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous avions presque atteint sa voiture quand quelqu'un a appelé mon nom. Karen, attends. Grand-mère se tenait à l'entrée du country club, appuyée sur sa canne. La traversée du parking l'avait épuisée, je voyais qu'elle respirait fort, mais elle était venue quand même. Je l'ai rencontrée à mi-chemin. Je voulais dire quelque chose. Ses yeux étaient brillants de larmes ou du froid du soir, je ne pouvais pas le dire. Tu avais raison. Ta mère, j'ai trouvé des excuses pour elle toute ma vie. C'est juste Patricia. Elle veut bien faire. La famille, c'est la famille. Elle a secoué la tête. J'aurais dû le voir plus tôt. J'aurais dû te protéger. Tu ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. C'est différent. Elle a serré mon bras. Ne la laisse pas te convaincre que tu es la méchante ce soir. Tu as dit la vérité. Ça a demandé plus de courage que quoi que ce soit que quiconque dans cette salle de bal ait jamais fait. Je l'ai serrée dans mes bras avec précaution, attentive à sa fragilité. Merci, grand-mère. Prends soin de toi. Elle s'est reculée. Et ne réponds pas au téléphone pendant quelques jours. Fais-moi confiance. J'ai ri malgré tout. Bon conseil. Daniel et moi sommes partis en voiture tandis que le soleil se couchait sur Oakbrook. Dans le rétroviseur, je voyais les gens sortir du country club par petits groupes, se regroupant en cercles confus, essayant probablement de digérer ce qu'ils avaient vu. « Comment te sens-tu » a demandé Daniel. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 8 ans, ai-je dit enfin. Et que je viens d'expirer. Les lumières de Chicago scintillaient devant nous. Pour la première fois, ça ressemblait à la maison. Mon appartement n'avait jamais semblé aussi silencieux. Je me suis assise près de la fenêtre à 22 heures, les lumières de la ville se brouillant à travers la vitre qui avait besoin d'être nettoyée. Mon téléphone était posé face contre table. Je l'avais mis en silencieux des heures plus tôt quand les notifications étaient devenues insupportables. 47 appels manqués à mon dernier compte. 23 messages textes, probablement plus maintenant. Je n'ai pas regardé. Au lieu de cela, je me suis assise avec le silence et me suis laissé ressentir tout ce que j'avais réprimé depuis mardi soir. Le chagrin est venu en premier pas pour la confrontation, mais pour la famille que je pensais avoir. Les parents qui m'avaient tenu bébé, acclamé à mes remises de diplôme, dit qu'ils étaient fiers. Quelque chose de tout cela avait-il été réel, ou avais-je toujours été un investissement pour eux, valorisé seulement pour les retours? Les larmes sont venues sans prévenir. Je n'avais pas pleuré depuis la première écoute de cet enregistrement. 4 jours de logistique, de planification et de maintien soigneux de la composure. Maintenant, seul dans mon studio avec les lumières de la ville comme seul témoin, j'ai enfin craqué. J'ai pleuré pour la fillette de 10 ans qui voulait juste que ses parents soient fiers. J'ai pleuré pour la jeune de 22 ans qui a donné son premier chèque de paie pour prouver qu'elle était suffisante. J'ai pleuré pour la femme de 32 ans qui venait d'apprendre que, suffisant, n'arriverait jamais. À 23 heures, j'ai appelé Rebecca. Je l'ai fait, ai-je dit, la voix épaisse.
J'ai vu. Ton père m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. La voix de Rebecca était chaleureuse. Comment vas-tu? Vraiment? Je ne sais pas. Je pense que je suis triste, mais aussi soulagé. Les deux peuvent être vrais. Ai-je fait la bonne chose? Elle est restée silencieuse un moment. Tu as fait la chose nécessaire. Ce n'est pas toujours la même chose, mais ce soir, oui. J'ai raccroché et me suis allongé sur mon lit. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans rêver de ce que je devais à quiconque. Les retombées sont venues par vagues. Lundi, tante Ruth a appelé, sa voix complètement changée par rapport au message, la famille pardonne, de 2 jours plus tôt. Karen, je n'avais aucune idée. Ta mère nous a dit que tu insistais, que tu te sentais coupable de ton succès et que tu voulais contribuer. On l'a tous cru, elle s'est interrompue. Je suis tellement désolé de ne pas avoir posé plus de questions. Merci d'avoir appelé, tante Ruth. Je n'appelle pas seulement pour m'excuser. Sa voix s'est durcie. J'ai dit à Patricia ce que je pense d'elle. On ne se parlera pas pendant un moment. Mardi, un email de Madison étonnamment long, étonnamment amer. Tu as ruiné ma vie. J'ai perdu mon emploi parce que mon patron est ami avec tante Sarah et maintenant tout le monde sait. Es-tu contente? Tu as eu ta revanche. J'ai répondu en 4 phrases, tu m'as envoyé cet enregistrement pour me voir souffrir. Tu en as ri. Tes choix, tes conséquences. J'espère que tu en tireras une leçon. Mercredi, 3 amis de papa de l'église ont envoyé des notes formelles d'excuses de vraies cartes en papier envoyées à mon appartement. Ils avaient cru à la version de mes parents pendant des années. Ils pensaient que Karen Willett était une fille désespérée achetant de l'affection. Maintenant ils savaient mieux. Le country club a envoyé une facture à mes parents pour la fête marquée, paiement requis dans les 14 jours. Apparemment, avoir un scandale public à votre événement affecte votre statut de membre. Je l'ai appris d'oncle Frank, qui a appelé pour me donner ce qu'il appelait le « rapport de situation ». Tes parents refinancent la maison. Sans tes paiements, ils ne peuvent pas couvrir l'hypothèque. Il a fait une pause. Je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je ne culpabilise pas, ai-je dit. Et je le pensais. 12 membres de la famille avaient cessé de parler à ma mère des mercredis soirs. J'ai tenu le compte, pas par satisfaction, mais pour preuve que la vérité a des conséquences. 2 semaines après la fête, maman a posté sur Facebook un paragraphe soigneusement rédigé sur les « difficultés familiales » et le « respect de la vie privée en temps difficile ». Les commentaires ont afflué, surtout de la sympathie, quelques questions indiscrètes, et une réponse pointue de la cousine Lisa supprimée en quelques minutes. Le cycle de spin commençait. Je m'y attendais. Ma mère n'avait jamais rencontré un récit qu'elle ne pouvait pas remodeler. Mais ensuite elle m'a appelé. « Es-tu satisfaite maintenant ?» Sa voix était froide, contrôlée. Le masque était de retour, juste fissuré sur les bords. Toute l'église sait. Mon club de lecture m'a lâché. Barbara Henderson ne retourne pas mes appels. Et c'est ma faute? Tu nous as humiliés publiquement, Karen. À notre anniversaire. Comprends-tu ce que tu as fait? J'ai dit la vérité, maman. Chose que tu n'as jamais essayé. La vérité? Elle a ri amèrement. Tu penses que quelqu'un se soucie de la vérité? Il se soucie des apparences, du respect, de la stabilité, chose que tu as détruite en 5 minutes. Je les ai détruites? J'ai laissé ça planer. Tu as dit sur l'enregistrement que tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes que mon argent. C'était sorti de son contexte. Quel contexte rend ça acceptable? Silence. Je ne m'excuse pas, a-t-elle dit enfin. On t'a élevé, nourri, mis un toit au-dessus de ta tête pendant 18 ans. Ça coûte de l'argent aussi. Tu nous dois ça. Les enfants ne sont pas des dettes à recouvrer, maman. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as jamais sacrifié quoi que ce soit. J'ai mis fin à l'appel. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit ce soir-là. Mon téléphone a sonné à nouveau un numéro différent. Le portable personnel de papa, celui qu'il utilisait rarement. Karen. Sa voix était fatiguée, plus vieille que dans mon souvenir. Je n'appelle pas pour discuter. Je voulais juste dire que je suis désolé.
Je n'ai rien dit. Ta mère a tort, a-t-il continué. Je le sais. Je l'ai toujours su. J'ai juste jamais eu le courage de le dire. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Je veux m'arrêter ici et vous demander quelque chose. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous vous reconnaissez probablement quelque part dans cette histoire. Peut-être êtes-vous celui qui paie toujours. Peut-être êtes-vous celui que tout le monde appelle, trop sensible, quand vous parlez enfin. Peut-être vous a-t-on dit que vous protéger équivaut à trahir votre famille. Voici ce que j'ai appris, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. C'est vous qui décidez qui entre. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà posé une limite qui a changé votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est le premier pas. D'accord, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Un mois après la fête, je me suis assise dans le bureau de la docteure Hélène Park pour ma 4e séance. La carte de visite que Daniel m'avait donnée était maintenant usée au bord à force de la manipuler. Comment ça fait, a-t-elle demandé, de ne pas transférer ces $2400? J'y ai réfléchi. Le premier du mois était passé 3 jours plus tôt. Pour la première fois en 8 ans, je n'avais pas transféré d'argent sur le compte de mes parents. Pas de paiement d'hypothèque, pas de frais de vie, rien. Terrifiant, ai-je admis. Et aussi léger. Comme si j'avais posé un sac à dos que je ne réalisais pas porter. La docteure Park a hoché la tête. La culpabilité peut ressembler à de la responsabilité. Ce n'est pas la même chose. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis entré dans une agence immobilière. Je cherche à acheter un condo, ai-je dit à l'agent, une femme joyeuse nommée Sandra. 2 chambres, quartier de Lincoln Park si possible. Elle a sorti des annonces. Avec mon salaire complet qui n'était plus siphonné et mon score de crédit, je qualifiais pour plus que je n'imaginais. Vous pourriez être dans un endroit d'ici le printemps, a dit Sandra. Laissez-moi vous montrer quelques options. J'ai regardé des photos de cuisines ensoleillées et de balcons donnant sur des rues bordées d'arbres, des espaces qui étaient à moi, vraiment à moi. Pas d'autres noms sur l'acte. Pas d'autres attentes intégrées dans les murs. Ce soir-là, Daniel et Rebecca sont venus dîner. J'ai cuisiné, vraiment cuisiné, pas au micro-ondes pour la première fois depuis des mois. Au nouveau départ, a dit Daniel en levant son verre. Rebecca a trinqué avec le sien. À Karen, qui a enfin choisi elle-même. J'ai regardé autour de mon petit studio, bientôt échangé contre quelque chose de plus grand. Ces 2 personnes, des amis qui étaient venus sans condition, sans facture, étaient ma famille maintenant. Le genre de sang était optionnel. Ce genre était choisi. 3 mois après la fête, papa a envoyé un email. Pas un texto, pas un appel, un email comme s'il avait besoin de la distance des mots écrits pour dire ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Karen, j'ai beaucoup réfléchi aux 32 dernières années. Au genre de père que j'ai été et au genre que j'aurais dû être. J'ai toujours su que ta mère allait trop loin. Je savais que la situation financière était mauvaise. Je savais que tu étais utilisé. Et je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était plus facile de se taire que de la combattre. Je me suis dit, tu sembles aller bien, donc ça doit être ok. C'était des mensonges que je me racontais pour pouvoir dormir la nuit. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Pas pour ton argent, pour toi. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Si tu es prête, j'aimerais te voir sans ta mère, juste pour parler. Papa. J'ai lu l'email 3 fois avant de répondre. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon appartement, terrain neutre, mon territoire. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir, plus gris, comme si les 3 derniers mois l'avaient vieilli d'une décennie. Merci d'être venu, a-t-il dit. J'ai failli ne pas venir. Nous sommes restés silencieux un moment, puis il a commencé à parler. Pas d'excuses, des reconnaissances. Il a parlé de son propre père, qui n'avait jamais dit « je t'aime » une seule fois. Il a parlé de son mariage avec Patricia parce qu'elle semblait forte et sûre, tout ce qu'il n'était pas. Il a parlé d'avoir regardé son contrôle des finances familiales et de s'être dit que ce n'était pas son affaire. Rien de tout cela ne le rend juste, a-t-il conclu. Je veux juste que tu comprennes pourquoi.
Même si comprendre ne change rien. Je peux avoir une relation avec toi, ai-je dit prudemment. Mais pas si maman en fait partie. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. 6 mois après la fête, maman n'avait toujours pas présenté d'excuses. Je ne m'y attendais pas. Par le téléphone arabe familial surtout tante Ruth, qui était devenue mon allié inattendu, j'ai appris qu'elle avait réécrit toute l'histoire. Dans sa version, j'avais eu une crise mentale due au stress du travail. L'enregistrement était soi-disant manipulé ou sorti de son contexte. Elle était la victime d'une fille ingrate qui s'était retournée contre sa propre mère à cause d'un malentendu. Certains l'ont cru. Ça allait. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Madison a envoyé un dernier message avant de me bloquer partout, j'espère que tu es contente de ce que tu as fait. Tu nous as tout pris. Maman pleure tous les jours. Papa parle à peine. J'ai dû emménager chez une amie parce que je ne peux pas payer le loyer. Tout est de ta faute. J'ai rédigé une réponse dans mon application Notes, tout tapé, chaque mot en colère, chaque défense justifiée et puis je l'ai supprimé sans envoyer. Au lieu de cela, j'ai écrit dans mon journal ce que la docteure Park avait suggéré. Madison a fait un choix quand elle m'a envoyé cet enregistrement. Elle voulait me faire mal. Elle a réussi, mais pas comme elle l'avait prévu. Je peux pleurer la sœur que je pensais avoir sans prendre la responsabilité de la sœur qu'elle a choisi d'être. La porte n'était pas verrouillée. Si Madison voulait un jour avoir une conversation honnête, une vraie avec responsabilité et croissance, j'écouterais. Mais je n'allais pas la poursuivre. J'avais passé 32 ans à courir après l'approbation de ma famille. J'en avais fini de courir. Certaines relations peuvent guérir, d'autres non. La sagesse consiste à savoir laquelle est laquelle et à accepter qu'on ne peut contrôler les choix de personne sauf les siens. J'ai choisi la paix. Ce qu'ils choisissaient était leur affaire. En mars, 6 mois après la fête, j'ai signé les papiers un mercredi après-midi d'un condo de 2 chambres à Lincoln Park avec des murs en briques apparentes et des fenêtres qui captaient le soleil de l'après-midi. Mon nom sur l'acte, celui de personne d'autre. La pendaison de crémaillère était petite, Rebecca, Daniel, quelques collègues du travail devenus de vrais amis. Papa est venu seul, mal à l'aise dans un coin mais essayant. Et grand-mère, qui avait insisté pour apporter sa fameuse tarte aux pommes malgré qu'elle pouvait à peine marcher. Je suis fier de toi, a-t-elle dit, regardant les pièces vides qui seraient bientôt remplies de meubles que j'avais choisis moi-même. Pas seulement pour cet endroit, pour tout. Même pour la fête. Elle a souri, cette intelligence vive toujours brillante derrière ses yeux vieillissants. Surtout pour la fête. Quelqu'un devait dire ce que tout le monde pensait. Je suis juste désolé que ça ait dû être toi. Rebecca a levé son verre tandis que nous nous rassemblions dans le salon. À Karen Willett, qui a acheté un condo, obtenu une augmentation de 8%, et lancé un blog elle a vérifié son téléphone, 12 000 abonnés, tout ça en 6 mois. Le blog avait été un accident. J'avais commencé à écrire anonymement sur les limites financières et les familles, m'attendant à une poignée de lecteurs. Au lieu de cela, les messages ont afflué. Des milliers de personnes qui se reconnaissaient dans mon histoire, qui avaient donné trop et trop longtemps à des gens qui n'aimaient que ce qu'ils pouvaient prendre. Je n'étais pas seul. Aucun de nous ne l'était. Au nouveau départ, a dit Daniel. Nous avons trinqué. Par la fenêtre, la soirée de mars s'adoucissait sur la ville où j'avais vécu une décennie mais que je n'avais jamais vraiment revendiquée comme mienne. Cet appartement, ses amis, cette ville, c'était ce pourquoi j'avais payé tout ce temps sans le savoir. Pas leur approbation, mais ma liberté. 1 an après la fête, j'écris ceci depuis mon salon, le café refroidissant à côté de moi, la lumière du matin se répandant sur le clavier. Le condo sent encore légèrement les bougies à la lavande que Rebecca m'a données la semaine dernière. Beaucoup de choses ont changé. Je suis toujours analyste financière senior, mais j'ai été promu pour diriger une équipe de 4. Mon salaire a augmenté. Mon compte d'épargne a de vraies économies. Je suis allé à Hawaï le mois dernier, mes premières vraies vacances en 8 ans. Le blog a grandi et 18 000 abonnés maintenant. J'écris sur les limites, sur l'abus financier déguisé en devoir familial, sur le courage qu'il faut pour dire « plus jamais ». Chaque semaine, je reçois des emails de gens qui disent avoir enfin eu la conversation avec leur propre famille. Certaines relations ont survécu, d'autres non. Toutes sont plus honnêtes. Grand-mère est décédée il y a 3 mois. J'étais là à la fin,
tenant sa main. Maman n'est pas venue à l'hospice, elle et grand-mère avaient cessé de se parler après la fête. J'ai prononcé l'éloge funèbre. C'était plus facile que prévu. Papa et moi nous rencontrons une fois par mois pour un café. Ce n'est pas la relation dont je rêvais enfant, mais c'est réel. Il est en thérapie maintenant, travaillant sur sa propre histoire de silence et d'évitement. Nous ne parlons pas de maman sauf s'il en parle, ce qui est rare. Madison est toujours quelque part là dehors, toujours sans me parler. Peut-être qu'un jour elle sera prête pour une conversation honnête. Peut-être pas. Dans tous les cas, ma vie avance. C'est ça que personne ne vous dit sur la pose de limite, ça ne répare pas tout. Ça ne fait pas disparaître la douleur. Ce que ça fait, c'est vous donner de l'espace pour construire quelque chose de nouveau. Et c'est suffisant. Plus que suffisant. Avant de partir, je veux partager quelque chose que ma thérapeute m'a aidé à comprendre. Ma mère a grandi pauvre pas, budget serré, pauvre, mais, se demander s'il y aurait à dîner, pauvre. Ce genre d'enfance laisse des marques. Ça crée un état d'esprit de pénurie, un besoin désespéré de contrôler les ressources, une croyance que la sécurité vient de l'accumulation. Quand je suis devenu réussi, elle n'a pas vu une fille dont être fière, elle a vu une solution à une peur qui la hantait depuis 60 ans. Comprendre ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais l'explique. Et moi? J'étais une personne qui plaisait aux autres types manuels. J'avais besoin d'être nécessaire parce qu'au fond je croyais que c'était la seule façon d'être aimé. Chaque fois que j'envoyais de l'argent, je demandais vraiment, suis-je suffisante maintenant? Me vois-tu enfin? La réponse était toujours non. Mais je continuais à demander parce que je ne connaissais pas d'autre façon. Voici ce que j'ai appris et ce que j'espère que vous retiendrez de cette histoire. Premièrement, si quelqu'un ne se montre que quand il a besoin de quelque chose, ce n'est pas une relation. C'est une transaction. Vous méritez mieux. Deuxièmement, être lié par le sang ne signifie pas automatiquement être aimé. L'amour se montre par des actions, par le respect, par l'honneur des limites. Si ces choses sont absentes, le mot « famille » n'est qu'une étiquette. Troisièmement, poser une limite pourrait vous coûter une relation. Mais si la relation n'existait que parce que vous n'aviez pas de limite, vous n'avez rien perdu de réel. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez choisir entre votre paix et le confort de quelqu'un d'autre? Qu'avez-vous fait? Que souhaitez-vous avoir fait différemment? Laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire, parce que chaque fois que quelqu'un partage, quelqu'un d'autre réalise qu'il n'est pas seul. Si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description pour plus de vidéos. Et si celle-ci a signifié quelque chose pour vous, vous savez quoi faire. Merci d'être ici avec moi. À la prochaine.